Salut, bienvenue dans Langue déliée. Bonjour et bienvenue sur Langue déliée. Pour ce nouvel épisode. Oui, encore et toujours. Et pour ce nouvel épisode, justement, on a le plaisir d'accueillir Manon, infirmière. On va parler justement aujourd'hui d'une thématique vraiment intéressante comme toutes les autres, on est bien d'accord, mais on va parler des corps, de l'âge, donc des personnes âgées, des limites dans les soins et finalement en fait de la sexualité pour tout ce qui est en lien avec les personnes âgées. L'objectif, il va être très clair aujourd'hui, c'est explorer comment justement les soignants et les soignantes gèrent la question des limites corporelle et de la sexualité dans leur pratique quotidienne, en particulier dans le cadre justement des soins qui sont prodigués à des personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs. C'est ça d'ailleurs le nœud du sujet. Et on va mettre en lumière les dimensions humaines, intimes et puis parfois tabous de ces situations, tout en soulignant les écarts entre formation et réalité de terrain. Je tiens à préciser que Manon a accepté de venir sur le plateau à titre personnel. Vraiment, c'est ton expérience qui compte, c'est Manon qui parle et qui nous partage son expérience professionnelle pour que ce soit un message aussi de prévention, un message d'information pour toutes personnes qui sont confrontées à des personnes âgées qui ont des troubles neurocognitifs. C'est bien ça ? Exact, ouais. Bienvenue, Manon. Merci, je suis ravie d'être là. Nous aussi. Et Ouais. alors oui, moi je suis infirmière diplômée depuis 2015. J'ai fait ma HES à Sion et puis j'ai un bachelor en soins infirmiers. Et j'ai travaillé à divers endroits entre mes stages, mon expérience professionnelle générale. Et puis j'ai rencontré beaucoup de personnes âgées parce que la démographie fait qu'on en rencontre beaucoup au niveau des soins. Et puis aussi parce que j'ai choisi de travailler avec la personne âgée. Ouais. C'était une population qui me touchait, qui m'a beaucoup touchée dans ma pratique professionnelle. Et puis, c'est pour ça que voilà, c'est bien effectivement de préciser que je ne fais pas allusion à un milieu en particulier. Moi, j'ai pu faire des stages dans des EMS, j'ai pu travailler en psychiatrie, j'ai travaillé à pas mal d'endroits différents et je veux aucunement engager ces milieux où j'ai travaillé dans ce que je présente aujourd'hui. C'est vraiment un vécu personnel. Et puis, je pense que c'est important de le clarifier avant toute chose. Très important, effectivement. Ouais. Trop bien, on se réjouit vraiment de pouvoir aussi rentrer dans le sujet un peu plus précisément à travers aussi tes apports, ça va être super intéressant. Et puis pour lancer justement le sujet, on va lancer la première question et puis après ça défilera. Parfait. Alors c'est vrai que la première question c'était si tu pouvais nous expliquer finalement ce que ça recouvre exactement le terme de trouble neurocognitif. Et puis pourquoi aujourd'hui c'est important qu'on puisse en parler, puis qu'on soit ici et qu'on puisse aussi lier ça avec la sexualité. Ouais. Alors les troubles neurocognitifs, là on va plutôt parler de troubles neurocognitifs majeurs. C'est ce qu'on appelle de manière plus habituelle les démences en fait. C'est les personnes qui présentent un ensemble de maladies qui touchent le cerveau. Ces maladies en général, elles sont dégénératives, la plupart en tout cas sont incurables et en tout cas pour l'instant, après on espère que la recherche fera avancer les choses, mais pour l'instant c'est incurable et puis ça interfère beaucoup avec la vie quotidienne des personnes qui sont touchées. On constate avec ces maladies des altérations au niveau de la mémoire, de l'attention, de la planification, du raisonnement et du langage. Et puis pour donner des exemples de maladies que vous avez peut-être déjà entendues, il y a l'Alzheimer qui concerne 60 à 70% de ces maladies-là. Donc c'est la prévalence la plus élevée, c'est l'Alzheimer. Puis ensuite, il y a d'autres maladies dont on parle un peu moins. C'est la maladie à corps de Lévy, par exemple, qui est aussi une démence. La démence frontotemporale, qui est aussi une démence particulière sur laquelle je vais peut-être pas m'attarder parce qu'on pourrait faire un podcast entier là-dessus. Mais c'est une démence particulière où on voit moins d'altérations, en tout cas au début de la mémoire, par exemple. Donc, ce n'est pas des symptômes très habituels. Ouais. Et puis, il y a d'autres démences, comme la maladie de Parkinson, dont on entend aussi pas mal parler, qui est en fait assez rare. Et puis, la démence vasculaire, qui peut survenir après un AVC, par exemple, ou d'autres atteintes vasculaires au niveau du cerveau. Donc, pourquoi on parle de ça aujourd'hui ? Parce que déjà, il y a 160 000 personnes qui sont affectées par des démences en Suisse, donc c'est pas négligeable. Et puis, il y a 36 000 nouveaux cas par an.
C'est ce qui est, énorme, ouais. voilà, ce qui est énorme, ouais. Ouais. Puis, ce qu'il faut savoir aussi avec les démences, donc on va dire démence au lieu de troubles neurocognitifs majeurs, juste pour simplifier un petit peu. Oui. Mais ce qu'il faut savoir avec les démences, c'est qu'elles sont peu ou pas diagnostiquées ou très tardivement. Ok. Donc, il y a des biais clairement dans ces chiffres. On dit 160 000, mais c'est probablement beaucoup plus. Ouais. Et c'est la première cause d'invalidité des personnes âgées dans le monde. Donc ça, c'est une donnée de l'OMS qui a étudié le phénomène partout dans le monde. Et pourquoi on en parle aujourd'hui aussi, c'est que pour chaque personne qui a une démence, il y a 1 à 3 proches, qui sont touchés directement par ça. Donc on peut tous être amenés à soit avoir des proches qui ont une maladie dégénérative comme ça, soit avoir des proches qui sont eux-mêmes proches aidants. Et puis, pour ma part, à titre personnel, j'ai aussi dû accompagner ma grand-mère qui avait une maladie qui d'ailleurs n'a pas été diagnostiquée, mais qui ressemblait fortement à une maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai aussi un intérêt personnel à toutes ces questions-là. Puis j'ai aussi quelques anecdotes qui sont en lien avec ma grand-mère, dont on pourra parler un petit peu. Ça, après. on adore les anecdotes. Sincèrement, les personnes qui travaillent dans les soins, j'adore les anecdotes. Oui, on a vraiment. toujours des anecdotes croustillantes. Toujours. Évidemment, parfois, certaines un peu moins drôles, mais en règle générale, j'ai l'impression que celles qui sont partagées, en tout cas, elles sont excellentes, quoi. Oui, il y a toujours... en tout cas, c'est toujours C'est assez pimenté, emblématique et puis pimenté, c'est les ça. soins. Mais oui, effectivement, je trouve que c'est ça qui est important, c'est cette prévention, de faire un peu le côté informatif et prévention, parce que, oui, même nous-mêmes, on ne sait pas du tout comment va être la suite, hein. Et puis, d'avoir les informations là-dessus, d'enlever un peu aussi le tabou autour de ça. Parce que par invalidité, moi j'entends aussi invisibilité. Et puis, on sait très bien que les personnes âgées sont aussi très, très sujettes à, pas que dans le trouble neurocognitif, mais aussi sujettes à être souvent un peu mis de côté, oubliées. Et voilà, quoi. Nous, comme d'habitude, on est là pour toujours et puis soulever tous les tabous, quoi. Et puisqu'on parle de sexualité aussi aujourd'hui, c'est ça l'intérêt de cette discussion. J'ai eu hier ou avant-hier un échange avec une amie qui est médecin et puis qui me disait qu'elle avait fait 11 ans de médecine et que c'était la première fois dans l'échange avec moi qu'elle abordait la sexualité des personnes âgées et qu'elle en entendait parler. Et elle-même, elle me disait que c'était fou parce qu'elle s'était jamais même posé la question. Mais c'est fou. Hein. Mais moi, j'avais commencé des études d'infirmière et puis je me rappelle que c'était quand même aussi des questions qu'on voyait pas, quoi. Et moi, j'étais dans l'étage où il y avait les personnes qui avaient eu des accidents cardiovasculaires. Mais voilà, tout l'aspect et toute la dimension aussi sexuelle, affective et tout ça, c'est vraiment des choses dont on parlait pas, quoi. Et puis, des fois, je trouve aussi que, par rapport à l'anecdote que tu viens de dire, c'est quand même fou pour moi qu'il n'y ait autant pas cette volonté de s'y intéresser et en tout cas que ce soit présent. Après, c'est présent à différents niveaux, c'est présent de différentes manières, mais que même, que ce soit si difficile, en fait, de mettre ça en lumière aussi. De toute façon, j'ai l'impression que la sexualité, c'est si difficile de la mettre, comme tu dis, en lumière, c'est-à-dire de l'intégrer dans les soins. Mais ça, effectivement, c'est un sujet qui va arriver un peu plus tard dans la discussion. Oui, tout à fait. On va pas trop spoil. Mais juste pour clarifier encore pourquoi c'est ce sujet-là particulièrement qui m'intéresse, c'est que l'intimité, elle disparaît pas avec la maladie. Hein. C'est pas parce que la personne elle a une démence, des troubles neurocognitifs qu'il n'y a plus d'intimité. Puis il y a aussi très souvent des modifications du comportement social chez les gens pas très souvent, chaque fois qu'il y a des troubles neurocognitifs avancés, il y a un changement, une modification du comportement social et qui touche aussi la sexualité avec des comportements de sexualisation ou de sexualité qui sont inappropriés parce que pas le lieu, pas le moment. Enfin, on en parlera aussi un petit peu après. Et puis que c'est pas évident au niveau soignant de faire la part des choses entre la frontière entre l'expression d'un besoin et puis un comportement qui est problématique. Totalement. Parce que ça dépend toujours du contexte, en fait. Oui, du contexte, de la personne soignante, de la personne patient. Effectivement, Et je pense que les repères, ils ne sont pas toujours clairs pour les soignants. Et c'est des questions qu'on aborde beaucoup dans les équipes, mais rarement sous l'angle de la sexualité au final. Alors que souvent, c'est des choses comme ça qui surviennent. Oui, totalement. Puis en fait, ça fait partie aussi de tout l'accompagnement et de tout le suivi, parce que c'est là, quoi.
Et c'est aussi que les personnes puissent s'informer et être formées à peut-être aussi, pour pas que leurs propres limites et leurs propres sensibilités, c'est aussi ça, hein, mais ça. On en parlera. Oui. Ouais. Mais ça reste un sujet assez tabou encore. Oui. On commence à en parler, mais encore très peu. Ouais. Mais justement, alors pour mettre un peu aussi, pour éclaircir, donc là c'est vrai que tu as donné une définition, d'ailleurs merci, des troubles cognitifs, neurocognitifs. Qu'est-ce que, du coup, c'est vrai que les troubles neurocognitifs, ça implique une désinhibition. Et qu'est-ce que justement, est-ce que tu arrives juste un peu à parler de cet aspect-là de désinhibition chez les personnes âgées? Comment ça se traduit Oui, alors ça peut se traduire. La désinhibition, elle ne se traduit pas que au niveau sexuel. Par Voilà. exemple, on parlait dans les altérations, on parlait de l'altération de la planification et du raisonnement. Il peut y avoir des gens qui n'arrivent plus soit à commencer une activité, soit à la terminer. Donc c'est une inhibition s'ils n'arrivent pas à la commencer, une désinhibition s'ils n'arrivent pas à la terminer. Ouais. Et puis la désinhibition sexuelle, on la voit parce qu'il n'y a plus la conscience vraiment pleine. Ça dépend toujours du stade de la maladie, mais il n'y a pas la pleine conscience de quel est le contexte. Et puis, ça, dans les soins, c'est très problématique parce que, imagine, tu vas accompagner un patient faire sa douche ou bien tu vas faire un lavement à un patient qui ne comprend pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Ouais. C'est très compliqué pour lui. Et la frontière, elle est très floue pour lui aussi. Donc, la désinhibition, elle va pouvoir se manifester de plusieurs manières, mais ça peut être des contacts physiques inappropriés, en tout cas dans notre perception à nous. Ça peut être souvent verbal aussi, avec des propos sexuels ou des... là, par exemple, je fais une anecdote en lien avec ma grand-mère. Je l'ai accompagnée chez l'ophtalmologue une fois. Ma grand-mère qui a toujours été quelqu'un d'assez inhibé sur le plan... pas inhibée, c'est peut-être pas le bon mot, mais très discrète sur le plan de la sexualité, tout ça, voilà, pudique, avec une intimité très secrète comme ça. Et puis là, on était dans la salle d'attente de l'ophtalmologue avec les gens qui attendaient aussi, avaient des enfants, et puis elle commençait à me parler un petit peu des rapports avec mon grand-père et de ce qu'il faisait et tout ça. Et c'était une situation où je me suis aussi rendu compte de ce que c'était d'être proche aidant et puis d'être confrontée à ça. C'était différent que juste être soignante. Effectivement. C'est ça, en fait, qu'on oublie un peu avec les personnes âgées. On a tendance à leur enlever la sexualité. En fait, ce qui change dans les personnes âgées et en plus atteintes de troubles neurocognitifs, c'est que finalement, ça se transforme. Il y a vraiment tout ce paradigme qui se transforme. C'est des personnes qui peuvent effectivement ne pas avoir, comme tu dis, ce filtre social et qui peuvent finalement aussi perdre, et ça c'est important, perdre la capacité à. Oui. Et ça, je trouve que c'est important et ça en dit aussi long parfois. J'ai l'impression que c'est pas forcément, alors toujours au cas par cas, hein, selon le contexte, mais que c'est pas forcément le fait qu'ils sont désireux de la soignante ou du soignant, justement. Parfois, effectivement, je pense que sûrement il y a dû avoir, mais il y a aussi cet amalgame qu'on fait où on pense que la patiente ou le patient est hyper désireux du personnel soignant, alors qu'en réalité, ça va être plutôt des besoins qui vont être traduits différemment. Ouais. Et puis un peu libidineux, il peut y avoir de cette idée. Et puis en fait, c'est souvent que la frontière, elle est plus claire non plus pour eux, c'est ce que tu disais. Et puis, c'est pas en lien avec les valeurs de la personne. C'est ça. Et je pense que ça, c'est très important de le rappeler. Très important. Par exemple, j'ai dû prendre en soin une femme qui était nonne et qui était en âge avancé, qui avait des troubles cognitifs et qui était complètement désinhibée au niveau sexuel et au niveau des insultes. Et alors, je pense qu'on peut y mettre n'importe quelle interprétation derrière, mais que c'est pas forcément utile de se dire qu'elle a été réfrénée toute sa vie, puis que du coup, là, elle lâche. Moi, je crois simplement, et puis c'est même pas que je crois, c'est qu'on sait qu'il y a une modification de la personnalité avec les troubles neurocognitifs. C'est exactement ça. Et ça, pour les proches aussi, c'est important de le savoir parce que la personne qu'on accompagne, elle est plus la même. Et elle n'y peut rien. Et même ces comportements inappropriés sexuellement, ils font pas partie de la personne, ils font partie de l'expression d'un besoin. C'est exactement ça. Et d'où le fait un peu justement de information-prévention, c'est que c'est normal que pour les personnes qui sont autour, ça peut choquer, ça peut rendre mal à l'aise, ça peut, diverses émotions qui peuvent être traversées. Et puis en fait, quand on comprend mieux un peu ce qui se passe, ça aide aussi parfois un peu à relativiser et puis potentiellement à savoir comment mieux gérer éventuellement, ça dépend dans quel cas de figure, des situations
on se retrouve là-dedans. Ouais, et puis c'est aussi de réussir à refaire la part des choses en se disant que ça fait partie de la démence aussi. Et puis c'est ce changement de comportement qui est associé à ça. Et puis c'est pas une volonté et voilà, des besoins, des pulsions aussi comme ça. Ouais, et puis il y a une forme aussi de déculpabilisation des proches par rapport à ça. Oui, voilà. Des proches et aussi des attentes qu'ils peuvent avoir par rapport aux soignants. Ouais. Parce que quand les gens sont à l'hôpital ou dans un EMS parce qu'ils ont des troubles cognitifs, c'est difficile pour les familles de voir leurs proches avoir un changement structurel de leur personnalité. Et puis, il faut chercher un fautif. Donc, soit c'est eux, parce qu'ils se culpabilisent eux-mêmes de ne pas avoir fait correctement, alors que souvent, ça n'a rien à voir. Et puis, si ce n'est pas eux, c'est nous. Donc, parfois, ça peut être tendu dans la communication avec les familles par rapport à ces éléments. Oui, c'est vrai que vous êtes un peu les premières targets. Première ligne, totalement. Après, on peut comprendre pourquoi aussi. Mais... Ah oui, parfois, mais aussi, c'est vrai que en fait, c'est compliqué. Surtout quand on n'est pas dans les soins, on ne sait pas comment c'est le système, comment ça marche, de l'autre côté, quand on est autant que proche du patiente. Et effectivement, ça peut porter à confusion, ça peut entraîner Je pense que les gens, ils connaissent peu les soins infirmiers. C'est ça. Parce qu'on nous imagine faire des piqûres et il y a bien faire plus des que toilettes. Ça, hein, et en fait, on peut faire des piqûres et des toilettes. Mais moi, il y a plein de jours où je fais ni piqûres ni toilettes dans ma pratique quotidienne. Donc, c'est aussi important pour moi d'être là aujourd'hui puis de pouvoir un petit peu raconter ce que c'est les soins infirmiers. Ça ne sera jamais exhaustif, hein, mais ça donne déjà peut-être une autre vision que ce que les gens font. J'adore. Et je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir parler aussi de ces personnes qui sont là en tant que proches aidants ou bien qui sont dans l'accompagnement des personnes qui sont atteintes de démence, comme on disait pour vulgariser. Mais parce que, il y a aussi tout un bout qui est inconnu et puis on fait du mieux qu'on peut quand on est dans cette situation, puis sans forcément tout comprendre et sans être à même de savoir toujours comment réagir. Et je pense que d'être ici aujourd'hui puis de pouvoir en parler, je pense que ça visibilise aussi pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Complètement. Puis après, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est ça. Il y a un mode d'emploi, mais il n'y a pas un mode d'emploi qui tient compte de nos émotions, qui tient compte de l'émotion des proches. Même qu'on est des soignants, on a des émotions. Il y a des situations qui sont difficiles à vivre, d'autres qui sont assez rigolotes aussi. Et puis, on a aussi le droit de rire quand c'est rigolo. Et les proches aussi. Donc ça... il n'y a vraiment pas un mode d'emploi fixe qui nous guide de comment gérer nos émotions, etc. Mais comprendre la clinique de la personne, de comprendre pourquoi elle réagit comme ça aide déjà tellement. Ça va déjà un long bout en soi. Ça doit être délicat quand même, j'imagine, parfois dans des moments où tu ne sais pas trop si tu dois rigoler ou pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, où tu es là? Bien sûr. Mais je pense que l'authenticité, c'est quand même quelque chose avec quoi on doit travailler. C'est très bien. Là, j'ai une petite anecdote. Une fois où j'ai vraiment ri, alors que si j'étais seule avec la patiente, mais j'ai vraiment ri. Mais en même temps, cette situation est assez triste quand on y pense. Et parfois, on peut rire même dans une situation assez triste. Là, c'était une dame d'un âge avancé qui avait une démence avancée. Elle avait une démence frontotemporale, donc pas vraiment le type de démence qu'on rencontre, qu'on voit le plus, on va dire. Et puis, c'était le 14 février. Et je l'accompagne à la douche le matin. Et puis là, elle commence à se masturber devant moi. Et je lui dis... j'avais un lien très, très, très facile avec cette patiente. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Puis elle me dit, mais c'est la Saint-Valentin. Et ce soir, personne ne viendra me voir. Donc, je m'entraîne. Elle a raison. Elle a raison. Mais en même temps, elle était triste de ne pas avoir son rapport sexuel de la Saint-Valentin. Mais j'ai pas pu m'empêcher de rire. Mais éclater de rire parce que la situation, elle était vraiment drôle. Et puis sa réponse, je m'y attendais vraiment pas, surtout. Ça surprend. Mais en même temps, je pense que d'avoir des réactions qui sont très naturelles comme ça, ça fait reposer la pression à tout le monde aussi, je pense. Et je sais que des fois, un rire franc comme ça, c'est la meilleure arme pour un peu désarçonner la situation. C'est ça. Bien sûr. Et puis, il y a des patients, ils ne peuvent pas rire parce que l'humour aussi, c'est quelque chose qui change. J'allais demander. Totalement. Alors, il y a des gens aussi en termes d'humour qui deviennent très inhibés, puis d'autres très désinhibés. C'est toujours un petit peu le même principe. Oui, il y a vraiment une transformation de la personne. Exactement. Mais je crois qu'au-delà de se maîtriser vraiment
dans toutes les situations et puis de pas rire parce qu'on ne devrait pas rire. Moi, je crois que le plus important, c'est de se rappeler que quand on est soignant, on est garant du cadre. Et qu'on ne doit pas laisser s'installer une zone grise. Ouais. Et ça, c'est vraiment notre rôle. Ça, j'adore. Chez des patients qui, eux, savent plus où elle est la limite. Nous, on doit mettre la limite. Ça, et on peut le faire important. Avec authenticité, mais on doit la mettre. Et justement, d'ailleurs, pour parler limites, effectivement, les limites, elles peuvent différer d'une personne à une autre. Et c'est vrai que tout le monde a le droit à l'erreur. Donc oui, peut-être qu'une fois, tu mettras une zone grise. Mais en fait, je trouve que là, l'essentiel, et c'est là aussi ma question, est-ce que vous vous retrouvez entre vous? Est-ce que vous discutez de ces cas de sexualité, d'anecdotes, donc, quand je dis anecdote, c'est qu'au final, comment gérer une situation T à un moment T? De ce que j'ai vu, ça dépend beaucoup des équipes. Et je crois qu'il y a des équipes qui ont plus de facilité à le faire parce qu'ils n'ont pas le choix. Okay. Dans le sens que quand on travaille, par exemple, avec des patients, quand on travaille avec des patients qui présentent des troubles neurocognitifs, comme par exemple dans un hôpital en psychiatrie de la personne âgée ou bien en EMS, il y a aussi, même si ce n'est pas une structure spécialisée, d'ailleurs, il y a quand même pas mal de gens qui ont des troubles neurocognitifs, mais les structures spécialisées sont confrontées tous les jours à ça. Donc, en fait, elles n'ont pas le choix, par la force des choses, de débriefer de ça. Okay. Après, il y a certains collègues qui ont plus besoin de le faire que d'autres. Oui. Et puis, par contre, la manière dont c'est fait aussi est souvent assez authentique. De ce que j'ai pu voir, en tout cas dans ma pratique, c'est que quand c'est fait, on en rigole, mais on questionne aussi. Parce que c'est drôle, mais ça questionne. Ouais. Et puis, je crois que c'est ça le plus important, c'est de continuer à se questionner. Voilà, dans notre pratique. Exactement. En fait, de dire... mais oui, évidemment, et tant mieux qu'on peut rigoler avec le ou la patiente, mais c'est d'avoir cette réflexion derrière, de se dire, qu'est-ce qu'il y a eu là, qu'est-ce que, quoi, comment. Et puis, si tu as une question, de pouvoir effectivement en parler avec tes collègues, quoi. Ouais, ça revient au fait que les intervisions et les supervisions, ça reste toujours hyper important, surtout dans des métiers comme ça où on est au contact avec d'autres personnes et où en fait il y a une remise en question constante parce que c'est du cas par cas aussi le plus souvent et ça va dépendre là en l'occurrence de quel trouble neurocognitif mais aussi de la personne, de jusqu'où est sa désinhibition ou son inhibition et voilà, et de se questionner et de pouvoir en parler. Je trouve aussi ça relâche quelque chose chez les personnes professionnelles, c'est de se dire, en fait, j'ai été dans cette situation, mais peut-être qu'un ou une collègue aussi, puis on peut échanger et puis on peut déposer. Et ça, je pense que ça reste hyper important. Mais en fait, je trouve que c'est ça, c'est que les limites, ça ne veut pas dire avoir une barrière, c'est pas ça, c'est que du coup, c'est vraiment un respect rigide, surtout. Ouais. C'est un respect mutuel à avoir. Alors effectivement, parfois la notion de respect pour une personne qui est atteinte de démence, ça peut être compliqué, mais c'est vrai que c'est là ton devoir de remettre justement ce fameux cadre, comme tu dis aussi, dépend dans quel contexte. Et on pose ses limites. Par exemple, un patient qui commencerait à avoir des gestes physiques intrusifs, typiquement se faire caresser les fesses, c'est quand même quelque chose qui peut arriver régulièrement. C'est à nous de ne pas rentrer en symétrie dans ce comportement-là et puis de ne pas rentrer non plus en fusion avec le patient ou d'autoriser une sexualisation du moment. Voilà. Mais quand on parle de recadrer, on entend toujours l'histoire du cadre, c'est le cadre dans lequel se trouve le patient, mais recadrer, c'est pas ça, c'est changer son regard. Voilà. Et puis l'amener sur autre chose, parce qu'il peut pas comprendre, ça dépend toujours du stade de la maladie, puis si on parle de santé mentale en général, d'ailleurs ça dépend de chaque maladie, de chaque personne, de ce qu'elle vit, mais on peut pas autoriser et puis supporter en tant que soignant de se faire toucher. Par contre, on ne peut pas non plus stigmatiser le patient parce qu'il le fait sans mauvaise intention. Il n'y a pas d'intention derrière. Je trouve la précision à apporter, effectivement. Ouais. Et c'est là qui fait toute la différence, c'est qu'il n'y a pas l'intention. En fait, c'est ça aussi. Et je trouve que ça, c'est hyper important de le dire aussi. Et puis, il faut se rappeler d'une chose que je trouve fondamentale, c'est que quand on fait des soins, on est intrusif. Les soins... c'est vraiment une intrusion encadrée, en fait. Mais pas que le soin physique, tu vois. C'est pas que tu vas faire une toilette. Exact, ça, on sait que c'est intrusif. Mais quand tu travailles en psychiatrie, par exemple, c'est aussi très intrusif. Tu vas demander au patient tu vas lui poser des questions que tu poserais à personne d'autre. Et puis, du coup, on est OK que le soin, c'est une intrusion. Parce que c'est dans un contexte qui le permet, etc. Mais il faut aussi penser que le patient qui ne comprend plus tout à fait les enjeux autour de ça... il ne comprend pas que l'intrusion, elle est encadrée. Et combien de fois on amène un patient ou une patiente, plutôt un patient, mais ça peut arriver avec une patiente aussi,
à la douche, qu'elle a des troubles neurocognitifs, la personne, et puis qu'elle nous dit « Ah, mais toi, tu te douches pas ?» Donc, c'est joli, parce qu'on comprend tout à fait ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Ah ouais, clairement. Mais franchement, c'est trop intéressant c'est le sujet sur lequel tu viens de poser le doigt. Et c'est vrai que personnellement, je sais pas toi Nice, mais je m'étais jamais dit ça par rapport à la thérapie. Mais même nous, notre métier, alors moi, je pose toujours le cadre avec mes premières consultations que oui, parler d'intimité, de sexualité, c'est pas forcément évident et puis que c'est tout un travail. Mais en fait, c'est vrai que c'est hyper intrusif. Oui. Après, les personnes viennent en connaissance de cause chez vous, nous. oui. Mais, Voilà, mais c'est quand la même, différence, oui. je pense. Et puis le cadre est du coup plus clair peut-être pour les personnes, mais quand même, c'est vrai que ça reste d'une intrusion assez folle. Et encore plus dans le cadre des patients et patientes qui ont des troubles neurocognitifs, tout devient flou, quoi. Oui, et puis le consentement devient une J'allais notion dire très le floue consentement, aussi, parce évidemment. on doit, Évidemment. quand on est soignant, on doit respecter plusieurs principes, dont le Totalement. consentement, le respect, Ouais. mais aussi la proportionnalité. Et parfois, c'est plutôt la proportionnalité qu'on va... C'est-à-dire qu'on ne fait pas un geste inconfortable pour le patient s'il n'est pas justifié. Alors, ce qui est logique, ouais. oui, mais c'est logique, mais ça mérite d'être rappelé Ouais, parce ouais. qu'on peut avoir des patients qui sont oppositionnels à tout, qui par exemple je prends beaucoup l'exemple de la toilette parce que c'est facile à visualiser, mais ça peut être d'autres choses. Oui, mais oui. l'exemple de la toilette, c'est très simple à imaginer. Quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 30 jours, qui arrive à l'hôpital et qui a des plaies à cause de ça, on est quand même obligé à un moment donné. Si la personne n'en arrive pas, on essaye toujours bien sûr de rentrer en lien, d'avoir du respect, d'avoir du consentement. Mais parfois, ça coince tellement parce que la personne est tellement mal quand elle arrive à l'hôpital qu'on n'a pas le choix de d'abord mettre ce principe de proportionnalité dans nos réflexions. Et de dire, OK, là, il a besoin. Mais par contre, jamais ça justifiera que tous les jours, on aille à 3 lui faire une toilette. Ouais. Ça, c'est pas OK. Et puis après, on a des stratégies aussi de détournement de l'attention. On appelle ça la défocalisation. Ça veut dire qu'on va peut-être y aller à 3. Un qui va s'occuper vraiment de défocaliser le patient et puis tenir son attention sur lui. Et puis les 2 autres qui vont pouvoir faire des soins de manière sécuritaire parce que peut-être un va aussi pouvoir être garant que celle qui fait les soins ne se prenne pas un coup, par exemple. Totalement. Mais ça, c'est une réalité. Et... Ça, c'est super que tu parles de ça, ouais. Mais parce que c'est questionnant. Ouais, bien sûr. Puis aussi, c'est toujours... En fait, c'est ça, c'est que c'est au cas par cas. C'est très spécifique, finalement. Mais d'où la proportionnalité. Oui. Voilà. Et puis, ça peut aussi être assez violent dans le sens pour les soignants et soignantes. Parce que c'est vrai que pour reprendre ton exemple, je me rappelle aussi dans un de mes stages que d'être dans cette position où il faut quand même pouvoir garantir sa propre sécurité en tant que soignant et soignante, mais aussi de pouvoir subvenir à un besoin d'un ou d'une patiente. Des fois, ça met aussi dans des situations auxquelles on n'était pas préparé et puis qui peuvent aussi paraître violentes d'une certaine manière parce qu'il faut peut-être maintenir un bras sans sangler, c'est pas ça que je dis, mais voilà. Et il y a de ça, et des fois, ça nous projette, et ça projette peut-être aussi des soignants et soignantes dans des positions où après, il faut aussi être capable de digérer ça parce que c'est pas tout le temps évident, quoi. Et en plus, on n'a pas tous le même niveau de formation. Moi, je pense souvent aux EMS où on a beaucoup de niveaux de formation différents. Et je me dis, on est infirmière, on a fait 3 ans d'études. Donc, en général, on a fait autre chose avant. Puis, on fait encore 3 ans d'études quand même assez théoriques au final parce que c'est une HES. Et on aborde très peu ces questions-là. Donc, la SSC qui fait 3 ans de CFC, elle les aborde probablement encore moins. Et l'aide-soignante qui a une formation très courte, je pense, j'ai pas fait de formation d'aide-soignante, mais je peux imaginer qu'elle peut encore moins toucher à ces dimensions-là pendant sa formation. Et puis surtout, le métier d'aide-soignante, il est extrêmement prenant et elles n'ont jamais le temps de s'extraire de la pratique pour pouvoir penser ces choses-là puis en débriefer. Ça... Et bon, évidemment, on précise, on n'est pas en train de hiérarchiser, de faire une hiérarchie de qui est meilleur, qui est moins bon. Pas du tout. Et il n'y a personne qui est meilleur ou moins bon. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais il y a des défis de chaque qui sont liés à chaque fonction. Ouais, et puis chaque formation. Mais l'aide-soignante, elle a quand même
le nez dans le guidon en permanence. Et puis après, moi, j'ai vu des institutions où on dit aux aides-soignantes, oui, mais vous prenez pas de recul. Mais c'est super, mais comment elles peuvent prendre du recul, en Moi, fait? ça, je trouve que c'est un peu facile, le Oui, recul. moi Surtout aussi. dans les Ça, contraintes qu'on ouais. connaît de temps, de charge de patients. Ouais. Enfin voilà, il y a ces contraintes-là qui, dans le monde des soins, qui est quand même dur, qui sont dures. Parce que prendre du recul constamment, ça veut dire que finalement, tu es plus proche. Oui. Il n'y a plus de proximité finalement là-dedans. Alors effectivement, la médecine, c'est cartésien. Effectivement, la médecine, c'est étude de l'objet. On y viendra après. Voilà. Mais ça, effectivement, on viendra après. Mais non, quoi. Ça implique plein d'autres choses. L'émotionnel qui est souvent justement mis de côté, quoi. Ben, je me permets de faire le pont. Parce Parce que tu sais si bien faire les transitions. Mais du coup, c'est vrai, ben là, on en a quand même un petit peu parlé, mais la formation justement des soignants qui aborde finalement très peu, alors l'émotionnel aussi, hein, comme tu viens de le dire, mais aussi la dimension de la sexualité. Et puis que c'est vraiment en général le focus autour des aspects biomédicaux et vraiment cliniques, quoi. Et du coup, ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça et toi aussi, dans tes pratiques et dans tes expériences, qu'est-ce que tu as fait de ça? Bon, alors moi, je suis diplômée de la HES, ça fait 10 ans. Donc, je pense que des choses ont changé dans la formation actuellement. Et je m'y suis volontairement pas trop intéressée parce que je me dis qu'on est beaucoup sur le milieu du travail actuellement à avoir mon âge ou plus et qu'en fait, on a le même vécu de formation. Je rebondis sur ce que tu disais, Mathilde, c'est que la médecine, elle a une approche biomédicale. Et puis, qu'en soit infirmier, mais en médecine, ça commence aussi à changer, on se veut avoir une approche holistique des soins infirmiers. Donc, on a appris à utiliser le modèle biopsychosocial et spirituel, qui est un modèle qui est assez connu. Peut-être que certaines personnes qui nous écoutent en ont déjà entendu parler. Mais je vais m'attarder un petit peu sur ce modèle parce que je trouve que ça permet une bonne compréhension de ce que c'est le holisme, hein, le fait d'avoir une approche globale et centrée sur la personne. Et donc, ce modèle biopsychosocial et spirituel, on entend beaucoup biopsychosocial, mais dans ma formation, on a insisté sur le spirituel. Ouais, okay. Parce qu'on l'entend moins. On l'entend moins et je pense que c'est une dimension qui est importante. En tout cas, je le constate dans ma pratique et on n'y accorde pas assez d'attention. Donc, pour différencier, donc, le modèle, il est séparé en 4. Il y a d'abord tout l'aspect biologique qui concerne ce que tu disais, le corps, les organes, ce qui se voit, ce qui peut se mesurer. Donc, on prend une tension artérielle, on va faire une prise de sang, on va parler de la maladie comme quelque chose de physique. Et puis, c'est la base du modèle de la médecine classique et conventionnelle, on va dire. Ensuite, il y a l'aspect psychologique qui, lui, s'intéresse à tout ce qui est de la vie intérieure de la personne. Donc, ses pensées, ses émotions, la personnalité, les comportements. Et puis, ça explique pourquoi 2 personnes qui ont la même maladie ne la vivent pas de la même manière. Et on le voit pour toutes les maladies. Que ça influence énormément le côté psychologique. Ensuite, il y a le côté social. Donc ça, c'est l'environnement, le contexte de vie. Quel soutien a le patient, quelle éducation il est. Je dis le patient, mais évidemment, ça concerne les patientes aussi. Hein. Mais quel soutien social a le patient, quel accès aux soins il a. Si on habite à 100 km d'un hôpital ou si on habite dans la même ville, on n'a pas le même accès aux soins. Dans son logement aussi, toute son éducation. Ça, c'est l'aspect social. Et puis le dernier, l'aspect spirituel, qui est tout ce qui touche aux valeurs et à la recherche de sens. Et c'est pas du tout un synonyme de religion, hein, la spiritualité. C'est vraiment la quête de sens aussi par rapport à la maladie. Parce que là, en soins infirmiers, on parle souvent de maladie, pas que. On peut aussi intervenir quand il n'y a pas de maladie, mais de la promotion de la santé, etc. C'est pas que des maladies, les soins infirmiers. Puis, ce que je trouve très intéressant avec ce modèle, c'est que déjà, il est assez facile à comprendre. Et puis, deuxièmement, ça met la personne au centre et pas la maladie, justement. On s'intéresse vraiment à la personne dans sa globalité. Et puis, on considère avec ce modèle toutes les dimensions du vécu. Et je rappelle juste une phrase qu'on m'avait partagée quand j'étais en formation à la HES. C'était l'OMS qui définissait la santé non pas comme l'absence de maladie. En fait, ce qu'il disait, c'est que la santé n'est pas égale à l'absence de maladie. C'est beaucoup plus que ça. Alors, j'ai pas pris la définition parce qu'elle est à rallonge et tout ça. C'est le morceau important. Oui, mais je trouve que c'est très important. C'est pas parce qu'on a une absence de maladie qu'on est en santé. Et les 4 facteurs dont je vous ai parlé là, ils contribuent à la santé générale. Oui, ça c'est aussi selon les approches positives qu'on voit de nos jours.
c'est vrai que la définition de l'OMS, elle est très complète. C'est aussi un état de bien-être satisfaisant. C'est Et ça, voilà, ouais. ça prend plein de choses. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai, il y a ces 4 dimensions, elles sont là. Effectivement, c'est vraiment comme ça que vous allez justement approcher la personne. Mais j'ai toujours ce manque du fait que le mot sexualité, et quand on entend sexualité, c'est pas passer à l'acte, c'est pas l'acte sexuel qu'on entend par là. Il n'y a pas que ça, hein. C'est vraiment tout cet aspect de transformation, évolution, besoin, affectivité, intimité, etc. J'ai l'impression que il y a un manque quand même, parce qu'on a ces 4 dimensions, mais à part si la sexualité, effectivement, elle est un peu transversale, ça veut dire qu'elle se retrouve un peu dans tout. Mais Je me suis posé la question justement, tu vois, parce qu'on avait parlé de ça une fois, est-ce que c'était la 5e dimension, la sexualité? Point d'interrogation. Voilà. Notre prochain livre sortira en librairie. Mais du coup, je me suis posé la question, j'ai réfléchi un peu à ça et où s'inscrit la sexualité dans ce modèle? Mais où? Et en fait, je fais le parallèle avec ma formation. Moi, quand j'ai fait les études d'infirmière, on nous a parlé beaucoup de biologique par rapport à la sexualité. On a quand même abordé la sexualité, mais quasiment que sur le mode biologique. Donc, on nous a parlé des IST, de promotion de la santé sexuelle. Alors, beaucoup en lien avec les IST, mais pas que. Les hormones, comment le corps se développe, les organes, les cycles, la douleur, etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'on a beaucoup abordées pendant la formation. Et puis, ça s'arrête là, à peu près. Mais c'est Donc, ça. je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est l'approche psychosociale et spirituelle de la sexualité? C'est une question que je ne m'étais pas spécialement posée avant. Mais en fait, au niveau psychologique, c'est tout ce qui a trait au désir, au plaisir, au trauma, à l'estime de soi, à l'image corporelle et plein d'autres choses. Mais c'est par exemple ça. Par rapport au social, c'est les normes. Parce que quelqu'un qui vit dans un autre pays ou dans une autre culture, ou même en Valais, j'en sais rien, quelqu'un qui est dans quelque chose de très religieux, il va pas avoir les mêmes normes que quelqu'un d'autre, ou travailleuse du sexe, socialement, etc. Et puis comment faire relation aussi, je pense, dans la dimension sociale, il y a aussi de ça. Quoi. Ouais. C'est ça, c'est la communication, c'est les rôles de genre, les rôles de pouvoir, le consentement, l'éducation, etc. Encore beaucoup de choses qui rentreraient là-dedans. Et puis le côté spirituel, c'est la quête de sens, c'est l'amour, la vulnérabilité, une dimension sacrée pour certains du corps ou de la relation, et bien d'autres choses. Et donc, en fait, la réponse, elle est très claire, c'est que la sexualité, elle est transversale dans ce modèle. Elle n'a pas à être une dimension parce qu'en fait, elle s'inscrit dans elle transcende les dimensions au final. Mais c'est drôle. C'est drôle que tu dis ça. Je me permets en fait juste de reprendre par rapport à ce que tu disais, parce que déjà, tu es revenu sur le fait que avec la discussion qu'on a eue en amont, les trois, et bien c'est vrai que là, tu t'es fait une réflexion sur quelle est la place de la sexualité. Et après, tu es arrivé sur le mot désir. Et moi, c'est ça aussi que je trouve qui est très important. Et la grande différence, c'est qu'on se retrouve un peu dans les soins où le corps, ça va plutôt être un corps souffrant. Et puis moins un corps désirant. Et donc, du coup, là, j'ai envie de faire le lien avec ce que tu dis, c'est qu'on ne pense pas à ce corps désirant, mais on va penser à IST, on va penser à prévention en santé sexuelle, on va penser à peut-être des choses plus spécifiques en biologie, comme tu disais. Et d'où le fait que, oui, c'est transversal, mais puisque c'est pas trop questionné, eh bien, c'est souvent oublié. Oui. Et on va se focus sur le souffrant plutôt que sur désirant, quoi. Mais c'est ça, je crois que réduire la sexualité dans le soin à une fonction biologique, c'est complètement passer à côté du rôle identitaire, relationnel et existentiel de la sexualité, clairement. Et puis, pour faire un parallèle avec quelque chose dont on a énormément parlé pendant la formation, et à juste titre, c'est très bien qu'on en ait autant parlé, c'est la question de la douleur, qui est un exemple, comme la sexualité, de transversalité dans ces dimensions. On en a parlé en long, en large et en travers pendant 3 ans. Parce que, encore une fois, je le redis parce que c'est très important que ça soit bien compris. C'est hyper fondamental de parler de ça. Mais je crois que la sexualité, c'est aussi une notion qu'on devrait aborder de manière plus transverse. Du coup, là, c'est vrai que tu as pu nous amener aussi à travers comment finalement, dans les formations, ça se manifeste ou moins.
les thématiques de la sexualité. Et puis, on aimerait revenir quand même vraiment concrètement sur comment c'est, en tant que professionnel de la santé, d'être face à des situations qui sont en lien avec la sexualité et comment c'est amené par les patients. Puis finalement, quelles sont les ressources que vous avez, quels sont les outils avec lesquels vous travaillez aussi. Alors, par rapport à ça, déjà, ta première question de savoir comment on le vit, c'était ça, Ouais, tu disais. totalement. Je pense que ça dépend beaucoup de notre stade personnel de formation, de développement, d'expérience aussi. Et je crois que l'expérience aide beaucoup à être avec une meilleure assise par rapport à ça. Moi, je me souviens d'une situation où j'ai été extrêmement gênée quand j'étais en stage. Donc, j'étais jeune étudiante, j'étais en 2e année, et puis je faisais un stage auprès de personnes qui avaient... Alors là, c'était une jeune personne, c'était une personne qui avait une 20aine d'années, un homme, et puis qui avait eu un gros accident, qui s'était tapé fort la tête, en gros, pour faire court, et qui avait du mal à garder pour lui ce qu'il pensait. Donc voilà, j'étais en tout début de formation, encore un peu gênée des toilettes et tout ça. Et puis, il avait les bras cassés, il pouvait pas faire sa toilette du bas. Il ne pouvait pas faire sa toilette du tout, mais jusque-là, ça n'a pas posé de problème. Et puis, j'ai hâte de la suite. Et puis, donc, je lave son pénis. Et là, il a une érection. Ça peut arriver, c'est quelque chose qui est assez fréquent par réflexe. Bon, il y a des collègues qui ne l'ont jamais vécu. Moi, ça m'est déjà arrivé, pas souvent, mais en l'occurrence, là. Donc, j'étais en suivi. Il y avait mon formateur à côté de moi. Et là, le patient, il hurle. Mais vraiment, il hurle. « Oh là là, tu m'as fait bander, salope, alors que je suis pédée comme un phoque. » Et là, je me suis sentie quand même très gênée. J'avais clairement pas les armes pour réagir à ça. Mais déjà, t'es stagiaire, tu commences. C'est ça, non, et t'es là. OK. Oui, puis t'es en suivi, t'es noté et tout. Et t'es là, non, mais c'est pas possible. Donc voilà, là, par exemple, pour moi, c'était pas une anecdote très agréable. C'était assez gênant. Et quelques années après, l'anecdote de la patiente qui se masturbe dans la douche, aucun problème pour moi d'être gênée ou quoi. Mais j'ai eu aussi une autre anecdote. Et là, c'était dans mes tout premiers patients. Moi, j'ai travaillé dans un EMS où je faisais aide-soignante avant ma formation aussi pour voir ce que c'était, etc. Et puis là, je prenais en soin un patient qui devait avoir une 80aine d'années. Et puis, au début, on est maladroit, on est plus confronté aux érections parce que on fait la toilette et on insiste beaucoup et du coup, forcément, physiquement, ça se met en route, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, je fais la toilette de monsieur et puis il a une érection et je lui dis, je vous expliquerai un peu après ce qu'on met en place quand on est soignant par rapport à ça, mais je lui dis, je vais vous laisser, je repasse plus tard. Et il me dit, attends, avant de partir... j'ai des magazines dans la table de nuit, tu peux me les passer. Et ça, par exemple, pourtant, c'était beaucoup plus tôt dans mon parcours professionnel et ça ne m'a pas du tout gênée parce qu'il y avait justement tellement d'authenticité. Alors, l'autre patient aussi, mais je n'ai pas pu prendre de la même manière. Le contexte était différent. Il y avait beaucoup d'informations. Mais là aussi, j'étais seule avec le patient. Et après, j'avais 18 ans et je suis allée voir l'infirmière qui était là. Et je lui en ai parlé et elle m'a dit papa, faut pas parler de sexualité avec les patients. C'était une vieille infirmière, donc fallait surtout pas en parler à la vieille école. Elle m'a dit t'aurais jamais dû lui donner ces magazines. Alors tant mieux que tu lui as donné ces magazines. Moi je suis restée très en paix avec ça. Je suis retournée une demi-heure après. Il avait fait ce qu'il devait. Tu peux faire ta toilette tranquillement. Il a passé une très bonne journée. Voilà, le fait de parler, de donner les magazines, les effets positifs. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est clair que ces anecdotes, elles questionnent aussi sur quelles attitudes de base on met auprès du patient pour que je parlais du cadre avant, de garantir le cadre et qu'il n'y ait pas de zone grise, pour pas qu'il y ait, du moins éviter le plus possible ces zones grises. Il y a quelques attitudes de base qu'on met en place, c'est nommer les gestes qu'on fait, particulièrement avec des gens qui ont des troubles cognitifs, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. On préserve la pudeur au maximum. Alors après, ça, c'est aussi toujours assez compliqué parce qu'il peut y avoir des patients qui se promènent nus dans le couloir et qui n'ont aucun problème avec ça, mais parce que leur pudeur n'est plus quelque chose qui est important pour eux. Donc, on peut aussi s'en accommoder.
c'est travailler en équipe si on a de l'inconfort. Ça, j'en ai déjà parlé avant en disant des fois, on va à 3, quelqu'un qui défocalise le patient, voilà. Et puis se questionner, continuer à se questionner sur ce qu'on fait. Là, je pense qu'avec le recul, j'ai eu la bonne attitude d'aller discuter avec l'infirmière qui n'était pas très réceptive à ça, mais j'ai eu la bonne attitude d'aller et de dire, ah ben, il s'est passé ça, est-ce que j'ai bien géré, tu crois? Enfin, ça, c'est hyper important de continuer à le faire. Puis toujours de se rappeler que le soin, il est intrusif. Ça, il ne faut pas oublier. Ouais. Ah, super, Manon. Mais cette précision que tu nous as apportée pendant ce podcast, j'adore. Vraiment, je trouve que tu as été super claire c'est ton expérience, quoi, finalement. Et j'adore le fait que tu maintiennes cette réflexion. Et je trouve que malheureusement, dans beaucoup de milieux, et sexologue aussi, il ne faut pas croire, beaucoup de milieux, il y a un peu ce manque de se renouveler, de justement se re-questionner. C'est pas parce qu'en fait on a fini tous nos diplômes que là s'arrête le travail. Non, on évolue et puis on va avec ce qu'on rencontre, comment je peux faire mieux, comment ci, comment ça, enfin voilà. Et je trouve que c'est ça, cette beauté-là, et je trouve qu'on la retrouve dans ton métier, dans ta personne, quoi. Bon, moi j'adore les questionnements, mais concrètement, sur le terrain, c'est compliqué d'avoir du temps pour se questionner. Bien sûr. Et je comprends que les gens le fassent moins au bout d'un moment aussi, parce que l'expérience est là aussi pour des avantages qu'on oublie parfois de douter. Et je crois qu'on devrait toujours douter, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et pour prendre l'énergie, il faut que les institutions pour lesquelles on travaille, elles puissent nous la donner. Et moi, j'ai eu la chance de travailler aussi dans des institutions où j'ai... Pas partout, mais dans certaines institutions où j'ai beaucoup eu la possibilité de me questionner, où il y a une dimension qui est laissée pour ça, enfin une place qui est laissée pour ça. C'est important, ça. Mais je trouve que de pouvoir le dire, c'est aussi super parce qu'on entend aussi beaucoup de choses par rapport au domaine des soins. Moi, j'ai aussi des préjugés et des avis et, en lien avec des expériences personnelles ou de choses que j'ai entendues. Mais de dire aussi qu'il y a aussi des lieux qui favorisent cette réflexivité et puis le fait de se re-questionner et puis le fait aussi de garder une certaine humilité par rapport à sa posture. Et ça, et de se rappeler aussi, comme tu l'as dit, de se dire que ça reste intrusif. Et puis ça, c'est quand même un élément central avec lequel il faut faire. Et puis de le garder en tête et d'en être conscient et consciente, je pense que ça te positionne directement dans quelque chose aussi de plus... il y a aussi des limites. Et puis c'est normal. Et puis il y a des limites de tous les côtés, mais d'en être conscient. C'est très difficile de continuer à penser que ce qu'on fait est intrusif. Au début, tu ressens un malaise. En tout cas, moi, je l'ai ressenti, mais je pense que pas mal de monde l'ont ressenti, d'être intrusif auprès du patient. On va faire sa toilette. Quand on bosse dans un CMS, on va chez eux. Enfin, on ressent ça très fort, mais quand c'est la 1203e toilette que tu fais, je pense que tu le ressens beaucoup moins. Puis c'est normal aussi. Il y a un système d'habituation. C'est ça, c'est une habitude, mais... pour le patient, c'est peut-être pas sa 1203e toilette. C'est ça aussi. Mais c'est de se rappeler ça et puis de remettre le patient au centre, les patients, mais c'est aussi ça, c'est de se dire peut-être que pour toi c'est un geste du quotidien, du travail mécanique, mais pour la personne, ça n'enlève pas peut-être le côté gênant, le côté difficile à accepter d'avoir besoin d'aide et en fait de recentrer, non pas autour de la maladie, mais autour de la personne. Je pense que c'est aussi une porte d'entrée pour se rappeler de ça, quoi. Ouais, clairement. En fait, aussi, d'ailleurs, par rapport à ces réflexions qu'on peut se faire, je trouve que tu dis très bien, effectivement, en plus, le milieu des soins, c'est vrai que tout ce qui est en termes le temps, c'est compliqué. Parfois aussi, je ne sais pas comment sont organisées les institutions. Elles vont être diverses, l'organisation de chaque institution. Mais parfois, de aussi remettre un peu la responsabilité aussi aux institutions qui doivent changer là-dedans et pas toujours à l'individu et toujours aux personnes. Alors effectivement, quand tu travailles en indépendance, c'est différent. Mais l'institution, elle est très responsable de comment ces personnels soignants... vont pouvoir ou pas évoluer d'une certaine manière. Quand je dis ça, évoluer, c'est-à-dire réflexion. Pour aller encore plus loin que ça, sans vouloir faire de la politique, parce que c'est pas du tout l'endroit ni le but de cette rencontre, mais je crois que plus que l'institution, à un moment, on doit communiquer de manière plus générale aux gens qu'il y a moins de soignants, alors on peut plus tout faire. Et puis ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que si on continue à croire qu'on peut tout faire, on ne fera plus rien au bout d'un moment. Et ça, je pense que c'est aussi
à la politique de s'en charger et pas que aux institutions qui sont aussi prises un peu c'est aussi le en système étau. de santé. C'est un peu le totalement. système en lui-même. Mais je pense que ça c'est aussi un message important à faire passer parce qu'on ne peut pas continuer à serrer de tous les côtés et à presser et à s'attendre que ce soit de qualité et que les qu'on prenne personnes du recul prennent sur soin. la sexualité. Et que les ça. personnes elles prennent soin d'elles Oui, aussi parce c'est que ça. l'état mental du personnel soignant aussi et la C'est santé intense. et physique, mentale, psychologique, enfin voilà, il y a aussi de ça quoi. Et je crois qu'on aime tous notre métier. Et c'est ça aussi, parce qu'on ne devient pas soignant pour rien, on est tous Oui, attirés c'est par quelque intense, chose là-dedans. ouais. Et je déteste entendre que c'est une vocation, parce que pour ma part, c'est un choix très rationnel d'être infirmière. Mais n'empêche que si tu n'aimes pas ton métier, tu ne fais pas ce métier-là. Ouais. Donc, c'est des gens peux qui pas, je aiment pense. leur métier, qui deviennent usés C'est ça. par les conditions de travail. Et on peut militer pour ça dans les institutions. Je pense que c'est pas vraiment le bon endroit de taper sur son employeur pour que ça aille mieux. Mais au niveau, juste au niveau systémique, macro, on doit se positionner différemment que ce qu'on fait actuellement. Mais c'est... Vraiment. Donc oui, effectivement, en fait, avec l'employeur, on peut parfois proposer des choses, mais c'est compliqué. Il y a des limites à ça voilà, aussi. exactement. Quoi, et puis même l'employeur, peut-être qu'il doit rendre des comptes à quelqu'un d'autre encore bien plus au-dessus. Enfin, c'est toujours très complexe, et d'où le fait que ce soit un problème systémique, effectivement. Ben, trop bien, en tout cas, merci. C'était vraiment hyper intéressant de toute façon, mais instructif aussi. Et je pense que tu as mis le doigt sur des choses super précises qui sont hyper importantes à relever. Merci à vous aussi d'avoir donné la place aux soins infirmiers dans la réflexion et aux soignants en général. Normal, mais trop bien, Et du coup, si à la fin de cet épisode, tu devais nous faire passer une idée forte, ce serait quoi ? Je pense que dans le soin, la sexualité, c'est pas un plus. C'est une dimension fondamentale de l'humanité qu'on a un petit peu oublié d'accompagner. Et le problème, c'est que, comme on disait avant, le modèle biopsychosocial et spirituel, c'est une bonne base, mais la sexualité, c'est un peu le parent pauvre du soin. Je pense que c'est un parent pauvre de la société quand même. Très pauvre, Donc on parle de douleur, de nutrition, de dépendance, mais on parle pas ou peu ou pas assez de désir, d'intimité, de pudeur, etc. Et puis, pour refaire le lien un petit peu avec les patients qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, ils n'ont plus de filtre. La sexualité, elle émerge, donc on ne sait pas quoi en faire. Et puis, ça génère un malaise ou de l'évitement ou du contrôle, puis ce n'est pas toujours très efficace. Donc, si j'avais vraiment une idée forte à faire passer aujourd'hui, c'est que reconnaître la sexualité comme faisant partie intégrante de la santé, c'est redonner à la personne son humanité entière. Oh là là, j'ai des frissons. Que ça, c'est l'idée que j'aimerais laisser là avant qu'on se quitte. Bien. C'est si exact. J'adore. Et puis, si y a des gens qui sont un peu intéressés à approfondir la thématique. Trop bien. Alors, il y a deux choses dont je voulais vous parler. C'était déjà, vu qu'on a parlé de troubles neurocognitifs majeurs, ça s'inscrit quand même dans la santé mentale. Et moi, je suis passionnée de psychiatrie. Donc, il y a un site qui s'appelle Positive Minders, qui est un site consacré à la santé mentale. C'est un site internet français qui propose des webinaires sur la sexualité, entre autres. Ça, c'est chouette, donc, vous tapez dans la barre de recherche du site où il y a les webinaires, vous mettez sexualité. Et il y en a particulièrement un que je trouve très intéressant qui s'appelle « Vivre avec des troubles psychiatriques et des troubles de la sexualité ». Parce que moi, ce que je trouve très intéressant dans ce webinaire, c'est qu'il y a énormément d'intervenants différents. Il y a des psychologues, il y a une travailleuse du sexe en assistance sexuelle, il y a des infirmiers, des experts du vécu, donc des gens qui sont eux-mêmes atteints dans leur santé mentale. Et puis, c'est assez riche, les discussions qu'il peut y avoir là autour, donc si ça vous intéresse. Et puis sinon, quelque chose qui, moi, m'a donné de l'espoir et m'a réjoui quand j'ai vu ces vidéos, c'est la HES, la Haute École de Santé Vaud, qui a publié sur YouTube 3 vidéos sur la sexualité dans les soins. Et il y en a 2 particulièrement dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est une qui s'appelle « Intrusion dans l'intimité ». Donc, c'est Laurence Dispo qui fait une conférence. C'est une sexologue, psychologue et psychothérapeute qui nous parle en fait de comment faire la part des choses entre harcèlement et besoin fondamental, comme on en parlait avant. Donc, je trouve que ça donne une bonne ouverture, un bon éclairage aussi pour ceux qui sont peut-être
étude de soins infirmiers et tout ça. Donc, c'était, je pense, un cours qu'elle a donné ou une conférence qu'elle a donnée à la HES. Et puis, la deuxième vidéo de cette série, c'est la sexualité dans les soins, toujours. Et puis là, le titre est « Câlin, jusqu'où aller ?» Et en fait, c'est une vidéo qui traite d'un gros tabou, c'est le besoin de rapprochement physique en soins palliatifs. Ouais. Et c'est une infirmière, c'est Patricia Dubuis, qui est une infirmière qui donne des cours. Moi, je ne la connais pas personnellement, je l'ai juste vue justement sur cette conférence sur YouTube. Et j'ai trouvé très intéressant ce qu'elle amenait comme réflexion en lien avec le rapport au corps, le rapport à qu'est-ce que le soignant... Enfin, voilà, câlin, jusqu'où aller. Le patient nous demande un câlin. Jusqu'où c'est déontologique. Toujours les limites. Ça l'est pas. Voilà. Ouais, exactement. Et c'est des bonnes ouvertures, donc ça dure 40 minutes, quelque chose comme ça. Trop bien. Dans tous les cas, on retrouvera, enfin vous retrouverez toutes les ressources en description. Hein. Elles seront évidemment disponibles, comme ça vous pouvez aller voir de vous-même ce qui vous intéresse. Et ce qui vous intéresse. Oui. Et puis vous retrouverez aussi toujours le minutage en description, comme le repérage minute. Encore merci. Merci à vous. C'était un plaisir d'être là. C'était magique. Pour nous aussi. Merci comme d'hab, de toute façon. Mais merci beaucoup pour toutes tes informations et cette bienveillance qui émane de toi, vraiment. Et ton amour pour ton travail aussi. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout prochainement pour un prochain épisode. On verra la thématique qui sera choisie. Voilà. Et on vous fait des gros bisous. On vous remercie pour votre écoute. Et on vous souhaite une belle journée. Ciao.